All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelée à exercer la fonction résiduelle de tribunaux pénaux est ouverte. Please be seated. Le juge président, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue de nouveau dans cette salle d'audience pour la première audience de cette année en 2025 que je conduis depuis les locaux du mécanisme à La Haye. Je suis accompagnée aujourd'hui par le juge Elbage et le juge de Guzman qui participent par visioconférence. Je note que bien que cette audience aurait dû se tenir au début d'avril, les parties ont convenu, à titre exceptionnel, que cette conférence peut avoir lieu au début du mois de mai. Je remercie les parties de leur souplesse à cet égard. Monsieur Kabuga est également présent. Il apparaît par le truchement d'un lien visioconférence et il m'a été confirmé qu'il reçoit l'interprétation dans la langue qu'il comprend, à savoir le Kinyarwanda. Je vais commencer avec la présentation des parties. Madame Beg, je vous demanderai de bien vouloir nous dire qui représente l'accusation aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le Président, microphone. Aujourd'hui, dans la salle d'audience, je suis accompagnée de Monsieur Kevin Hughes et je suis accompagnée de Maria Yakusheva et Dennis Turham, notre commis à l'affaire. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par le biais d'un lien visioconférence par nos collègues d'Arusha. Nous sommes accompagnés de Monsieur Rachid Rachid et de Monsieur Rupert Elderkin, donc depuis Arusha. Merci. Madame Beg. Je demande maintenant à Maître Altit de bien vouloir nous présenter l'équipe de la défense aujourd'hui. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis accompagné de madame Ayadi et quant à moi je suis Emmanuel Altit, conseiller principal. Thank you, Maître Altit. Je vous remercie, Maître Altit. L'objectif de cette conférence de mise en état aujourd'hui a un double objectif. Tout d'abord, elle permet aux parties de soulever des questions concernant la santé et la détention de M. Kabuga. Et elle permet aussi à la défense d'identifier les progrès réalisés dans la recherche d'un État disposé à accorder la mise en liberté provisoire de M. Kabuga. La Chambre de première instance demeure convaincue que ces audiences qui doivent se tenir tous les 120 jours, conformément à l'article 69 du règlement, sont non seulement essentielles à l'examen rapide des modalités et conditions de la libération de M. Kabuga, conformément aux instructions de la Chambre d'appel, mais aussi pour donner au public des informations importantes sur des questions généralement traitées de manière confidentielle. Je rappelle également que le 17 décembre 2024, la Chambre de première instance a modifié le régime de rapport d'étape de la défense dans laquelle elle a enjoint à la défense de déposer un rapport sur les progrès réalisés dans l'identification d'un état de mise en liberté provisoire approprié dès que possible en cas de développement important au lieu de déposer et non de déposer un rapport toutes les 2 semaines. Depuis le prononcé de cette ordonnance, la défense n'a déposé aucune mise à jour auprès de la Chambre de première instance. Et en préparation de l'audience d'aujourd'hui, j'ai tenu hier après-midi une réunion s'agissant de la gestion de l'affaire avec les parties et le greffe afin de pouvoir se concentrer sur les discussions d'aujourd'hui. Donc, je passe vers un point de procédure. Je pense à un point de procédure
procédure. Alors avant d'entendre les parties, je vais très rapidement faire le point sur l'évolution de la procédure depuis notre dernière conférence de mise en état et au cours de laquelle je fournis des informations générales sur les débats préliminaires concernant la question de savoir si le Rwanda, qui est le pays de nationalité de M. Kabuga, est un État approprié pour la mise en liberté de M. Kabuga et cette procédure est toujours en cours. Le 16 décembre 2024, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance confidentielle demandant la désignation d'un expert pour examiner spécifiquement les risques de la santé physique et mentale de M. Kabuga liés à son transport aérien. Et cet expert a été nommé par le greffier le 29 janvier de cette année. Le 22 avril, l'expert a déposé son rapport et a conclu dans ce rapport que d'un point de vue officiel, M. Kabuga ne pouvait être déclaré apte à prendre l'avion. Et par ailleurs, le greffier a déposé son 6e rapport de suivi le 18 février, donc dans lequel le panel de juges d'experts nommés par les indépendants ont rendu également leur récente opinion confirmant donc leur point de vue selon lesquels M. Kabuga demeure inapte à comparaître en justice et à voyager. Par rapport au recouvrement des fonds juridictionnels fournis par le mécanisme, je rappelle que la Chambre de première instance a rendu une ordonnance confidentielle de contribution en octobre 2024. Dans cette ordonnance, elle a demandé à l'État concerné, qui est situé en Europe, d'aider le mécanisme à recouvrer les fonds attribués à M. Kabuga en prenant les mesures nécessaires pour débloquer le montant nécessaire à la couverture des frais de justice actuels et futurs de sa représentation devant le mécanisme. Je rappelle également que le greffier a déposé une demande confidentielle le mois suivant, informant la Chambre de première instance de la mise en œuvre de l'ordonnance de contribution et identifiant les procédures prochaines, futures. Identifiant les prochaines étapes possibles. Donc, entre le 30 janvier et le 14 février, les communications internes ont également eu lieu directement avec le greffier à ce sujet. Et dans ces communications, j'ai réitéré de nouveau que le recouvrement de fonds d'aide juridictionnelle constitue une priorité absolue pour cette institution. Et le greffier m'a assuré de son engagement que son bureau est engagé donc à mettre en œuvre l'ordonnance de contribution. Le 4 mars, le greffier a déposé une note verbale confidentielle des autorités de l'État compétent et cette note verbale indiquait que l'autorité compétente était en train de procéder à une analyse approfondie et coordonnée de l'ordonnance de contribution et à cet égard avait demandé des informations supplémentaires pour pouvoir compléter son analyse. Le 29 avril, le greffier a envoyé une note verbale pour répondre à l'autorité compétente qui comprenait 8 des 10 dépôts demandés par l'État en question et ce même jour, le greffier a également déposé une requête confidentielle conformément à l'article 31B dans laquelle il avait demandé l'autorisation de fournir à l'autorité compétente de l'État en question les 2 autres documents demandés dans sa note verbale du 4 mars et qui sont confidentiels. Voilà. Et donc, cela complète le point procédural et je crois que le moment est opportun pour juger de la question avec laquelle j'en ai terminé, et c'est-à-dire la demande par le greffier de fournir à l'État en question 2 documents supplémentaires. Et donc, le greffier ne peut pas le faire sans avoir préalablement obtenu l'autorisation des juges. Et au cours de la réunion d'hier, cette question a été discutée brièvement et j'ai été informée qu'aucune des parties n'avait d'objection pour donner à l'autorité compétente ces documents confidentiels. Ai-je raison de dire que ces positions demeurent inchangées à ce jour, Madame Beg? Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Je peux confirmer cela et Maître Altit.
Très bien. Donc, étant donné qu'aucune des parties ne soulève d'objection à ce que ces deux documents confidentiels soient fournis et considérant que fournir ces documents confidentiels pourrait faciliter la mise en œuvre de l'ordonnance de contribution, cette demande a été accordée. Donc, en accordant cette requête, la Chambre de première instance demande que le greffier informe l'État compétent que ces deux documents confidentiels ne soient divulgués à personne, sauf à l'autorité compétente et aux personnes impliquées dans cette affaire. Bien évidemment, condition que l'autorité compétente obtienne des assurances de ces personnes que ces documents et toutes les informations y afférentes resteront confidentiels. Maintenant, je me tourne vers la question de la mise en liberté provisoire. La Chambre de première instance est tout à fait consciente du fait que cela fait environ 18 mois depuis que la Chambre d'appel a demandé à la Chambre de première instance d'examiner rapidement les questions relatives à la libération de M. Kabouga. Et la Chambre de première instance a offert à M. Kabouga toutes les possibilités nécessaires et toutes les voies d'assistance également possibles pour identifier un état de libération où il souhaiterait se rendre. À ce jour, les 3 États préférés qui sont situés en Europe ont refusé de l'accueillir sur leur territoire. Le seul État qui est disposé et qui est tenu de l'accueillir est son pays d'origine, à savoir le Rwanda. Cependant, il refuse d'y aller, de s'y rendre, et les expertises médicales suggèrent qu'il est dangereux de le transporter par avion. Donc cette situation souligne les difficultés inhérentes à la mise en œuvre des instructions de la Chambre d'appel et explique pourquoi M. Kabouga est toujours détenu au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Donc, malgré ces difficultés, nous continuerons de manière très active de trouver une solution viable. Avant d'examiner les rapports d'experts les plus récents, la Chambre de première instance souhaite entendre la défense sur les éventuelles indications. Y a-t-il des indications selon lesquelles un progrès a été réalisé dans l'identification d'un État approprié pour la libération provisoire de M. Kabouga? Et alors que je préfère que l'on reste en audience publique dans la mesure du possible, car je crois qu'il est tout à fait possible d'en parler en audience publique, nous pouvons passer à huis clos partiel afin d'éviter la divulgation d'informations sensibles ou d'informations confidentielles. Donc, si vous le souhaitez, donc je m'en remets à votre appréciation, Maître Altit. Monsieur le Président, je vais commencer par l'une des deux procédures et il y a eu en effet des avancées. Alors cette procédure, et j'ai bien conscience que nous sommes en audience publique, concerne la France. Alors, il convient de rappeler ici que M. Kabouga a saisi le tribunal administratif de Paris et que le 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a demandé au ministère des Affaires étrangères français de lui transmettre un mémoire en défense. Le ministère des Affaires étrangères disposait d'1 mois pour le faire. Il ne l'a pas fait. Ensuite, le 20 février 2025, après que M. Kabouga se soit inquiété de la longueur de la procédure et du fait que personne ne répondait au tribunal administratif, le 20 février 2025, le tribunal administratif a mis en demeure le ministère des Affaires étrangères afin que le ministère produise un mémoire en défense. Le ministère n'en a rien fait et le 8 avril 2025, les parties étaient informées par le tribunal que l'instruction de l'affaire serait clôturée le 9 mai 2025, donc dans quelques jours. Après cette date, après le 9 mai 2025, le tribunal rendra sa décision. Cette décision peut prendre un certain temps
pour être rendu et il est impossible aujourd'hui de donner à votre Chambre un calendrier quelconque. Il est raisonnable de penser que la décision peut prendre 2, 3, peut-être un peu plus mois pour être rendue. Alors ensuite, je voudrais informer votre Chambre d'avancées concernant la deuxième procédure. Et pour cette procédure-là, je souhaite passer en private session, en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Just one moment before. Juste un instant, s'il vous plaît, avant que je décide de cette question. One experience here just now, so hopefully arrangements can be made to make sure that the Oui, voilà. Alors j'espère que l'on pourra éteindre les micros qui ne sont pas allumés afin de pouvoir comprendre qu'il n'y a pas de bruit. Donc cela a trait à toutes les personnes en fait qui écoutent en ligne mais qui ne participent pas. Donc veuillez, je vous prie, éteindre les micros en ligne. Merci. at the moment I've got a now. Actuellement, j'entends quelque chose, dit le président. De temps en temps, j'entends du bruit, donc j'aimerais que cela puisse être réglé. Et il y a beaucoup de bang aussi, on entend du tapement, donc un micro est ouvert quelque part. Well, hopefully this. It sounds as if the noise is coming from somewhere where. On a l'impression que le bruit provient de quelque part où une personne écoute mais ne participe pas. J'ai l'impression qu'on est en train de faire le ménage de chez quelqu'un. Donc je ne sais pas si cela pourrait être corrigé. I'm frequently guilty. Moi-même, vous savez, dit le président, je laisse le micro ouvert très fréquemment, donc je demanderai aux personnes qui ont un micro ouvert de s'assurer que le micro est fermé, de bien vouloir donc fermer vos micros à la maison. Donc je crois que le son est meilleur maintenant. Très bien. Maître Altit, vous avez demandé une audience à huis clos partiel. Pourriez-vous m'en donner la raison, s'il vous plaît? Président, j'ai considéré qu'il était temps de pouvoir parler publiquement de la procédure en France. Ça me semble répondre à une démarche de transparence qui est tout à fait nécessaire et utile. En ce qui concerne la deuxième procédure, je pense, et je vous l'expliquerai si vous le souhaitez, lorsque nous serons en huis clos partiel, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour en parler publiquement. Nous sommes de retour en audience publique, Monsieur le Président. Merci, dit le Président. Madame Begg, Monsieur le Président, l'accusation apprécie énormément comprend tout à fait que ces questions peuvent prendre du temps, mais cela fait déjà 20 mois. Et en 20 mois, ils n'ont pas réussi à obtenir des résultats concrets. Donc la seule option viable qui reste à cette étape-ci, c'est bien le Rwanda. Et je voudrais
mentionner, Monsieur le Président, que la raison de ceci est vraiment très claire. Il ne s'agit pas seulement du fait que Monsieur Kabuga fait face à des charges de crimes les plus graves, mais pendant des décennies, il a été l'un des fugitifs les plus recherchés alors qu'il habitait pendant plusieurs années en Europe sous une fausse identité et appuyé par sa famille. Et donc c'est pour ces raisons qui sont les siennes, qu'il a créé. Et c'est pour ces raisons-là qu'il est très difficile d'imaginer que aucun État européen ou tout autre État ne lui permettrait une sorte de résidence juridique ou d'accepter la responsabilité de sa libération à ce stade. Le président. Eh bien, vous savez, à mon avis, ce n'est pas le moment pour soulever ce type de requête, car comme vous le savez, la Chambre de première instance, dans son ensemble, a adopté le point de vue, à savoir que si Maître Altit démontre qu'il est en train de faire ce qu'il peut, eh bien, on devrait lui permettre d'avoir la possibilité de trouver une solution domestique dans ces deux pays, donc nationale dans ces deux pays. Alors, si cela devient non réaliste, je parle en mon propre nom, mais je crois que mes collègues seront d'accord avec moi. Si cela ne devient pas réaliste, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'une décision puisse être faite lors de cette audience d'aujourd'hui, de dire, eh bien, abandonnez tout autre effort et allons vers le Rwanda. Cela serait complètement incohérent à la suite de l'approche qu'a adoptée la Chambre de première instance, car il s'agit d'une question vraiment très complexe et difficile. Donc, compte tenu du fait que ceci a été dit, est-ce que vous avez néanmoins le sentiment de vouloir aller dans cette direction? Madame Begg, Monsieur le Président, il n'est pas nécessaire vraiment d'avoir une approche vraiment unique. Il est tout à fait possible de poursuivre, comme vous l'avez vu, Monsieur le Président, d'essayer de trouver des solutions au niveau local, domestique, mais tout en essayant de prendre néanmoins des arrangements pour essayer d'aller dans le sens de la seule option viable qui s'ouvre à nous pour l'instant. Well, Le président. Eh bien, comme vous m'avez entendu dire, j'ai demandé à Maître Altit de faire le point de ce qui est en train de se passer par rapport aux demandes qu'il avait faites aux États européens. Maintenant, avant de se pencher sur une position plus actuelle, eh bien, je vais passer au Rwanda, mais tout en gardant le contexte, bien évidemment. Mais j'imagine que la raison pour laquelle vous abordez ceci à ce stade, c'est pour me demander de faire quelque chose concernant les tentatives faites en France et dans un autre État européen. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc, réservez ce que vous souhaitez dire sur le Rwanda jusqu'à ce que je n'ai identifié les questions qui se présentent à nous par rapport à ceci. Merci, Monsieur le Président, dit Madame Begg. Bien, Maître Altit, à moins qu'il n'y a quelque chose que vous souhaitiez dire et qui s'ajouterait à ce que vous avez déjà dit, je vais passer aux rapports les plus récents.
Now, with respect to the recent Merci. Concernant le rapport d'experts récent, concernant l'aptitude de l'accusé à voyager par voie aérienne et qui a été remis à la Chambre par le docteur Gert Murling, comme cela a déjà été dit, l'expert a conclu qu'il ne pouvait pas déclarer que M. Kabuga était de manière générale apte à voyager par voie aérienne. Outre ceci, d'après l'expert, il est improbable que la santé de M. Kabuga ne s'améliore dans un proche avenir et que le faire partir au Rwanda par voie aérienne est un risque important de détérioration médicale de son état. L'expert médical a par ailleurs indiqué qu'au-delà des risques médicaux directs liés au voyage aérien pour quelqu'un ayant la santé de M. Kabuga, il y a de fortes chances qu'il puisse y avoir des effets retard négatifs avec un voyage, un long courrier, qui puisse se produire dans les 10 jours après ce vol. Nonobstant ce qui a été dit, l'expert a donné un certain nombre de recommandations qui pourraient nuancer et atténuer les risques pour la santé de M. Kabuga si lui ou son gardien qui est nommé et qui agirait dans ses intérêts supérieurs souhaiterait se rendre dans un autre pays. L'expert a expliqué néanmoins que ces recommandations ne s'écartent pas de ses conclusions générales sur les risques sur la santé de M. Kabuga. À ce stade, il y a maintenant, y compris celui auquel je viens de faire référence, il y a maintenant 4 experts indépendants qui se sont déclarés contre un voyage aérien pour M. Kabuga, y compris notamment au Rwanda. Alors que le dernier expert nommé serait le mieux placé pour évaluer l'impact physique et médical du voyage aérien de M. Kabuga, il indique également qu'il y a un impact psychologique s'il n'y a plus de visite régulière de la famille qui s'occuperait de son bien-être, et ceci se poserait à son arrivée lorsque des problèmes se manifesteraient. Cet aspect psychologique a également été abordé par le panel de 3 experts médicaux indépendants nommés par le tribunal dans le cadre de leur 5e et 6e rapport de suivi. Ces évaluations des experts font encore l'objet d'une analyse active de la part de la Chambre de première instance. D'autres informations et d'autres éclaircissements pourraient être nécessaires avant de déterminer le poids que l'on peut accorder à ces avis lorsque l'on prend des décisions concernant la mise en liberté provisoire de M. Kabuga. La Chambre elle-même peut constater qu'il y a des questions qu'elle souhaiterait poser au Dr Murling pour obtenir des éclaircissements sur son rapport. Et ceci ne devrait pas nécessairement être considéré comme étant son dernier mot en la matière. Donc, ce que je propose de faire à cet égard, et d'entendre ce que les parties ont à dire concernant les demandes supplémentaires qui devraient être envoyées au Dr Murling pour obtenir des éclaircissements sur son rapport et pour toute autre demande qu'elle souhaiterait faire concernant les actions que devrait entreprendre la Chambre de première instance à ce stade en particulier, parce qu'il faut accepter qu'il s'agit là d'un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va être réglé subitement et certainement pas aujourd'hui dans le cadre de ce tribunal. Donc je me tourne d'abord vers Madame Beg pour d'autres demandes que vous souhaiteriez faire dans le cadre de ce que j'ai indiqué. Et pour éviter tout doute, les choses auxquelles j'ai fait allusion et que je considère comme étant d'éventuelles voies possibles sont d'abord un examen plus approfondi
et le docteur le médecin serait assisté par M. Kabuga de toutes les façons possibles. Mais ayant réfléchi à cela, je comprends pourquoi ce ne serait peut-être pas forcément possible. Et deuxièmement, son commentaire concernant les installations au Rwanda, et sur la base de cela et sur des informations statistiques générales ou des rapports d'ordre général concernant la situation dans les différentes parties du monde et qui ont engendré un établissement de catégorie concernant la situation sanitaire des établissements pénitentiaires. Il faudrait voir si la qualité des soins serait disponible pour lui, s'il devait être envoyé dans son pays. Il y a des choses dont nous sommes conscients. Et il faudrait voir si vous souhaitez ajouter à cette liste des préoccupations particulières. Madame Beg, merci, Monsieur le Président. En concernant l'évaluation de la personne, l'accusation note que concernant tous les avis d'experts, il y a eu des facteurs confondants sur le plan de la culture, de la langue, de la communication. Et donc, s'il devait y avoir une évaluation physique ou une réunion en personne, nous vous encouragerions, Monsieur le Président, à mettre sur pied un briefing pour les experts pour qu'ils soient conscients de la situation et pour faciliter cette réunion en personne. Concernant la question supplémentaire, j'ai 4 propositions à vous faire, Monsieur le Président, et certaines recoupent un petit peu ce que vous avez déjà indiqué. Tout d'abord, comme son évaluation générale concernant son aptitude à voyager par avion semble être basée sur l'idée de voyager dans un vol commercial, l'accusation proposerait que la Chambre demande des recommandations spécifiques concernant les paramètres, les conditions de voyage, y compris par exemple un accompagnement familial dans une ambulance aérienne. Il se peut qu'il y ait des recommandations spécifiques que l'on puisse faire concernant la sécurité de ce type de voyage. Le Président, est-ce que ce n'est pas ce qui est indiqué dans les conclusions? Madame Beng, Monsieur le Président interrompant, celui-ci envisage un voyage sur une base volontaire et diverses choses qui devraient être faites pour fournir une sécurité à différents niveaux à la personne qui voyage. Est-ce que c'est le genre de choses sur lesquelles vous voudriez que cela soit développé un petit peu plus? Madame Beg, oui, Monsieur le Président, mais avec une ambulance aérienne, vous pouvez voir que les éléments 1 à 6, à la page 4, que certains de ces éléments s'appliquent à différents types de voyages sur un vol commercial normal. Donc, dans une situation où ce serait une ambulance aérienne, ce serait un avion spécialisé qui offre déjà toutes ces conditions nécessaires. Et quels seraient les paramètres pour ce mode de voyage qui seraient recommandés? Le Président, je suis prêt à me pencher là-dessus, mais en lisant la liste, maintenant et même avant, je ne peux pas imaginer que ces dispositions soient prises sur un vol commercial. Madame Beg, Monsieur le Président, je vous renvoie aux points 5 et 6 qui font spécifiquement référence à la classe affaires ou siège comme celui que l'on a dans la classe affaires et qui peut se mettre à l'horizontale. Et ceci, pour moi, ou pour l'accusation, semble être une évaluation d'un vol commercial normal plutôt que concernant une situation où l'on aurait affaire à une ambulance aérienne.
Le juge président, personnellement, je ne vois pas dans quelles circonstances M. Kabuga pourrait voyager sur un vol commercial ou peut-être un avion commercial, mais ce ne serait certainement pas un vol commercial. Ça, c'est hors de question. Néanmoins, vous pouvez toujours proposer qui devrait être approfondi d'après vous. J'en prendrai note et j'en discuterai avec mes collègues avant de décider ce qu'il faut faire. Madame Begg, Monsieur le Président, c'est justement pour cette raison que cette situation et l'absence de spécificité dans une situation de vol commercial et une situation où on aurait une ambulance aérienne, c'est justement la raison pour laquelle nous avions suggéré une liste de questions dans ce sens pour clarifier les paramètres et les conditions qui seraient nécessaires pour le type de voyage en ambulance aérienne. Et de la même façon, notre deuxième question porterait sur les services médicaux que l'expert qui considère qu'il est apte à voyager envisage au Rwanda. Il a fait des recommandations pour que des check-ups, des vérifications soient faites à certains moments, mais il serait utile de savoir spécifiquement ce qui est demandé à l'arrivée, tant sur le plan des vérifications, des examens médicaux nécessaires et des services qui pourraient être nécessaires si il devait y avoir des problèmes médicaux liés au vol pendant cette période qui peut être préoccupante. Cette période qui nous intéresse. Le président, bien. Madame Begg, le troisième domaine, c'est quelque chose qui a été abordé hier et également que l'on retrouve dans la comparaison des systèmes de santé de manière générale. L'accusation ne comprend pas que la Chambre ait demandé à cet expert en particulier de faire ce genre de comparaison générale, mais si cela devait être demandé en avançant, il serait mieux que l'expert donne son opinion sur les pratiques ou les procédures spécifiques dans son régime de santé qui, au regard de l'expert, n'existe pas à Kigali, notamment dans les hôpitaux les plus modernes là-bas, de façon à ce que le greffe, ou plutôt que de façon à ce que l'on réfléchisse pour déterminer si ces éléments de soins ou ces traitements médicaux pourraient être prévus ou organisés d'une autre façon. Juge président, oui. Madame Bey. Et enfin, et peut-être que c'est une question théorique, mais certaines des inquiétudes dans l'évaluation apte à voyager par voie aérienne semblent être mélangées avec la question de savoir si c'est dans son intérêt supérieur de voyager, si c'est dans son intérêt médical de quitter l'emplacement où il se trouve aujourd'hui. Et pour isoler les préoccupations concernant la sécurité du vol et les préoccupations concernant sa situation médicale dans le lieu où il irait à son arrivée, peut-être que l'expert, on pourrait demander à l'expert de donner son opinion sur l'aptitude à voyager dans l'autre direction, c'est-à-dire de Kigali aux Pays-Bas, et si cela lui permettrait peut-être d'isoler l'aptitude à voyager par voie aérienne sur la portion de voyage aérien, du voyage aérien. And I'm saying that because Et je dis cela parce que certaines des considérations avancées par l'expert sont des considérations qui sont inhérentes au fait que l'on le retire d'un environnement familier et que l'on l'éloigne de ses enfants. Et
on est probablement d'accord pour dire que l'éloigner d'un environnement familier peut entraîner des problèmes médicaux ou peut ne pas être la meilleure situation pour sa condition physique. Néanmoins, pour toute libération dans n'importe quel pays va apporter ce genre de situation. Et si le souhaitent, ces enfants adultes peuvent certainement lui rendre visite au Rwanda ou ailleurs. Et contrairement à la situation en 2022, lorsque la Chambre était préoccupée et s'inquiétait de lui faire quitter un environnement familier pour aller à Arusha, nous n'essayons pas de voir comment optimiser les conditions de ces soins dans l'intérêt de l'affaire et d'un procès rapide, parce que les procédures ont été suspendues de manière indéfinie. Donc la situation est différente maintenant, ainsi que les considérations juridiques le sont également. Et je pourrais en parler plus tard ou je pourrais continuer maintenant. Le président. Il est évident que les circonstances sont différentes. Qu'est-ce que l'on peut ajouter à cela? Madame Bey, je peux ajouter que les préoccupations concernant ce changement, le fait de l'obliger de le faire déménager, peut être la seule raison qui amènerait à le garder en détention. Bien entendu, il doit être traité de manière humaine comme tous les détenus et il doit être traité conformément à ses droits fondamentaux. Mais, Monsieur le Président, la défense s'est déjà plainte au président en disant que ces droits ont été, qu'il y a eu violation de ces droits du fait de cette détention continuée. Donc, il y a une préoccupation et cela montre que le statu quo n'est pas une solution viable à long terme et qu'il ne peut pas rester en détention indéfiniment. Il faut que quelque chose change. Le juge président, donnez-moi un instant pour que j'essaie de clarifier quelque chose. I now understand what you're... Le juge président, je comprends maintenant à quoi vous faites référence. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Madame Bey, Monsieur le Président, je fais référence à une décision du 29 octobre 2024 du Président concernant les conditions de détention. Monsieur le Président, l'accusation considère qu'une détention en Europe proche de ces enfants avec le niveau de soins médicaux et de soins personnels élevés qui sont payés par les Nations Unies peuvent être peut-être la préférence de M. Kabuga ou de sa famille. Mais ceci n'est ni le mandat ni l'obligation, une obligation pour cette institution. Parce que s'il n'est pas apte à suivre un procès et à faire l'objet d'un procès et qu'il n'y a pas d'autre procédure, il faut alors que les choses soient claires et que l'on puisse justifier sa détention continue ou que l'on puisse déterminer où il devrait être libéré. Et à ce stade, le Rwanda est le seul pays qui s'offre. Le juge président, cela ne veut pas dire qu'il doit aller là-bas. Il faut que ce soit justifiable. Et c'est sur ce point que j'aimerais que vous vous concentriez. Madame Bey, je peux certainement passer à cela, Monsieur le Président. Le Rwanda, Monsieur le Président, a dit devant cette Chambre qu'il était prêt à l'accepter pour sa liberté provisoire et s'est engagé à respecter les conditions demandées par la Chambre et informer la Chambre que le Rwanda possède les qualités médicales nécessaires pour sa détention. D'autres prisonniers ont été envoyés au Rwanda sans problème, dans des conditions et des régimes de rapport satisfaisants et
ICTR a également fait référence à 8 affaires dont 3 ont été transférées avec succès là-bas conformément aux normes du procès équitable international. Et l'année dernière, le mécanisme a démontré que sa confiance institutionnelle dans le système médical rwandais en donnant la responsabilité des soins médicaux des victimes et des témoins aux autorités rwandaises. Le juge président, mais ceci ne porte pas sur la question de l'aptitude à voyager par voie aérienne. Tout ceci, ce sont des questions séparées et ce n'est pas l'endroit idéal pour aborder cela. Le Rwanda aura la possibilité d'expliquer les choses. Lorsque les choses se présenteront, la question se présentera, ils pourront le faire si la question est soulevée. Mais l'aptitude à voyager, c'est cela dont on parle. Ce n'est pas un plaidoyer émotionnel pour économiser de l'argent aux Nations Unies. Donc, essayez de vous concentrer sur la question de l'aptitude à voyager. Madame Begg, pour l'aptitude à voyager, l'accusation lit le rapport actuel comme laissant ouverte la possibilité qu'il soit transporté de manière sûre et sécurisée. Et nous demandons instamment nous vous demandons instamment, Monsieur le Président, d'aider les experts à réfléchir à des questions supplémentaires pour voir quelles sont les considérations réelles sur lesquelles il faut se pencher pour que ce vol soit sûr et pour que son arrivée et sa remise au système de santé rwandais se fasse sans aucun problème. Le juge président, est-ce que c'est tout sur ce point? Parce que j'ai une autre question que je souhaiterais poser. Si vous considérez que c'est dans les pouvoirs de ce tribunal d'accorder une mise en liberté provisoire et d'appliquer cette mise en liberté provisoire contre la volonté d'un accusé, c'est cela? Madame Begg, Monsieur le Président, vous avez déjà déterminé que la défense a, de manière au moins informelle, lancé le mécanisme dans le cadre de l'article 68 et l'accusation indique que il est de la responsabilité de l'autorité et de la Chambre, même s'il n'y a pas de demande formelle de mise en liberté provisoire, la Chambre peut bien entendu, proprio motu, prendre une décision sur sa mise en liberté provisoire et sur leur lieu où sera mise en liberté provisoire. Le juge président, est-ce que vous savez si cela s'est déjà produit dans un tribunal international? Madame Begg, je ne suis pas au courant de cela. Ce n'est bien entendu pas quelque chose qui arrive, qui se présente très souvent. C'est une situation inhabituelle. Je l'admets. Mais une personne ne peut pas choisir de rester en détention. Ses intérêts en matière de liberté ont déjà été abordés par la défense, ses intérêts en matière de dignité également. Cette soumission, je la comprends parfaitement, mais c'est une demande générale, une requête générale qui peut s'appliquer dans d'autres parties du monde, mais pas aux Pays-Bas, comme vous le savez. Personne qui serait un accusé à l'UN dans le quartier pénitentiaire ne peut être libéré sur le territoire néerlandais. Donc nous sommes dans une situation différente des situations nationales auxquelles vous faites référence. Madame Begg, Monsieur le Président, je ne dis pas qu'il doit être mis en liberté sur le territoire néerlandais ou que les portes soient ouvertes. La Chambre a ordonné que sa mise en liberté se fasse rapidement. Il semblerait qu'il n'y ait pratiquement aucune possibilité que ces alternatives soit couronné de succès. Je ne l'écarte pas, bien entendu, mais le tribunal doit commencer à envisager, à planifier sa mise en liberté, que l'on ait enclenché formellement ou pas, à l'article 68. Donc, bien entendu, c'est une question, une fois que vous avez pris une décision de principe qu'il peut se rendre au Rwanda, alors les parties et le greffe et le Rwanda et les Pays-Bas peuvent tous être entendus sur la façon de prendre des dispositions nécessaires. Et
L'article 68, bien entendu, peut faire l'objet peut donner droit à un appel. Toute décision remontera à la chambre d'appel. Donc, c'est un processus juridique qui va demander un certain temps. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Et l'accusation considère qu'il faut que cela commence maintenant avec une décision générale de principe. Qu'en l'absence de toute autre alternative et d'option réaliste, il devrait être transféré dans son pays d'origine. Et je vous renverrai pour l'autorité légale, juridique de la Chambre qui a pris cette ordonnance en l'absence d'une demande de la défense. Les termes de l'article 68 le permettent certainement. Oui, mais le juge président, oui, mais j'entends ce que vous dites et je comprends que le fait que vous reconnaissiez qu'il y a un certain nombre de points qu'il faudrait déterminer ici. Mais si la question que je vous ai posée en dernier concernant le point suivant, à savoir est-ce qu'il peut être obligé d'aller dans un autre pays, en fait, vous répondez par la négative. Tout le reste est une perte de temps. Vous voulez, le juge président, vous voulez donc répondre à toutes les autres questions et ensuite revenir au point essentiel, à la question essentielle. Madame Begg, mais je reviendrai à la question essentielle. Nous faisons venir des accusés aux Pays-Bas, nous les mettons en détention et très souvent sans que cela soit volontaire. Et il faut que le corollaire soit également vrai, à savoir que nous pouvons les renvoyer sans que ce soit une demande volontaire de leur part. Le juge président, mais vous avez autorité. En fait, vous avez dit que vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas que cela se soit déjà produit dans les droits humains, les questions sur les droits humains. On peut bien entendu voir que la question a été discutée, des réparations seraient la circonstance dans laquelle la question serait soulevée, mais dans quelle mesure ceci est pertinent par rapport à notre position, c'est quelque chose qu'il faut démontrer, peu importe qui fait cette demande. J'ai soulevé la question parce qu'il faut avoir cela à l'esprit, parce que si la réponse est on ne peut pas le faire, le reste n'a pas lieu d'être. Néanmoins, là encore, comme d'autres choses, c'est quelque chose sur le quoi nous ne prendrons pas de décision aujourd'hui. Je vous suis reconnaissante de cette requête, de cette demande, qui indique clairement que l'on peut dire beaucoup de choses des deux côtés concernant l'aptitude à voyager par voie aérienne, mais il y a certaines déclarations qui, dans le rapport, qui indiquent qu'il y a de bonnes causes d'être très prudent si l'on envisage d'autoriser le déplacement de M. Kabuga par voie aérienne lorsque la Chambre aura toutes les informations concernant la question, elle pourra prendre une décision. Pour l'instant, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons rassembler ces informations. Et je vous suis reconnaissante d'avoir souligné les points qui devraient être étudiés plus en profondeur. Et je suis sûre que pour certains d'entre eux, au moins, si ce n'est pas tous, ils seront pris en considération par la Chambre une fois que nous aurons vu quelle est la meilleure façon d'aller de l'avant. Pour les autres points, les autres questions... vous dites que nous devrions voir cela avec le docteur Merlin. Madame Begg, non, Monsieur le Président, cela conclut ce que j'avais à dire concernant le docteur Murling. Le juge président, merci. Maître Altit, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la question? Merci, Monsieur le Président. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais me cantonner à quelques brèves remarques. Et je crois que le meilleur moyen d'avancer, c'est de s'en tenir à ce que dit l'expert et de ne pas aller au-delà de ce qu'il dit. Comme ça, nous évitons de le mésinterpréter. Alors, je voudrais notamment rebondir après que Madame le procureur ait dit que l'expert laissait la porte ouverte à un transport. Je n'ai pas du tout lu ça, mais alors pas du tout. La conclusion de l'expert est très claire. Félicien Kabuga ne peut être transporté au Rwanda. Un tel transport mettrait sa santé, donc sa vie, en danger. Il dit quoi? Page 3, l'expert, je vais le citer mais en français, page 3.
le faire voyager par avion au Rwanda l'exposerait, il parle de Félicien Kabuga, à un risque grave de détérioration de son état de santé. Donc la question est réglée. L'expert explique que le seul voyage, même en prenant toutes les précautions possibles, est dangereux. Dangereux. Il dit, par exemple, page 4, l'expert dit page 4, outre, et je cite en français, outre les risques médicaux directs liés au transport aérien. Les risques médicaux directs, ça veut dire que s'il voyage, il y a des risques médicaux, quoi que l'on fasse. Je vois une forte probabilité d'effets négatifs retardés d'un vol longue distance sont les effets négatifs qui survenant dans les 10 premiers jours suivant le vol. Donc non seulement il y a des effets, des risques médicaux directs, c'est ce qu'il nous dit, mais encore il y a des effets négatifs retardés. Et si vous regardez le début du rapport, vous comprenez très bien de quoi il s'agit parce que l'expert a pris la peine de nous expliquer quels étaient ces risques. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais il nous a dit, par exemple page 3, qu'il y avait, non pas qu'il y aurait risque, mais que le fait, je cite simplement ce point-là, que M. Kabuga souffre d'une insuffisance rénale pourrait entraîner une diminution de la production d'urine et donc un œdème pulmonaire et une dyspnée. Yeah. Et il précise que ce phénomène se produirait au Rwanda. Donc c'est très clair, les choses sont très très claires et c'est pourquoi la conclusion de l'expert est très claire. Pardon, oui. Maître Altit, nous pouvons lire tout ceci, vous savez. Nous avons le rapport et nous savons bien évidemment qu'il y a un très grand nombre de points en faveur de cet argument, qu'il est dangereux pour lui de prendre l'avion. Il n'est pas besoin de passer en revue tout ceci. Je le sais. Je suis plutôt préoccupée par le fait de savoir si vous croyez que nous devrions prendre d'autres, demander au docteur Murlin d'autres choses, si vous souhaiteriez que l'on fasse davantage de demandes au docteur Murlin avant de prendre une décision. Madame Begg a souligné un certain nombre de points pour lesquels elle souhaiterait avoir davantage d'informations. Et donc, j'aimerais savoir si vous aimeriez que nous posions d'autres questions au docteur Murling. Président, bien sûr, si vous me laissez une seconde, je ne comprends pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne comprends pas. Je crois qu'il faut rester à ce que dit. Vous dites qu'il faut lire le rapport, et évidemment, vous avez raison. Mais où est la porte ouverte? Il n'y a pas de porte ouverte à d'éventuelles possibilités de transport dans ce rapport. À aucun moment, l'expert n'essaie de dire à telle condition, il serait possible qu'il n'y ait pas de risque. Il dit le contraire, l'expert. Il dit, voilà les risques. Et si M. Kabuga, et seulement M. Kabuga, voulait prendre ces risques, sous-entendu, il considère que la Chambre ne peut pas prendre ces risques pour lui, parce qu'il va y avoir des conséquences nécessaires, des conséquences médicales très graves, nécessaires à l'issue de ce transport aérien. Mais il dit la chose suivante, si M. Kabuga veut, lui, prendre des risques, alors voilà tout ce qu'il faudrait faire pour mitiger ces risques. C'est ça qu'il dit. Mais il ne dit pas que cette mitigation des risques va réduire les risques. Il dit le contraire. Il dit qu'il y aura les risques, il y aura les conséquences. Mais comme ce sera M. Kabuga qui décidera ce qu'il veut faire, c'est sa propre liberté. C'est son droit de prendre des risques aussi importants. Mais il le dit par honnêteté, parce qu'il a décidé d'examiner l'ensemble des hypothèses. Donc il examine cette hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui concerne M. Kabuga. Ça ne nous concerne pas nous. Nous, ce qui nous concerne, c'est que les risques dont parle l'expert, de manière très claire, entraînent des conséquences nécessaires pour la santé de Félicien Kabuga, qui peuvent être fatales, des conséquences fatales. Et évidemment, il n'est pas question de prendre ces risques-là. Donc, pardon, Monsieur le Président, mais juste je voudrais préciser, quand on parle de vol commercial, je ne sais pas de quoi on parle, puisque l'expert a dit
avec la meilleure volonté, en prenant les dispositions les plus lourdes, les risques seront toujours là. Donc ne nous écartons pas de ce que dit l'expert. L'expert dit qu'ils ne prennent pas ce vol, sinon il y aura des conséquences qui pourraient être fatales. Voilà, ça c'est le point. Moi, la défense considère que le rapport est particulièrement clair. Well, Maître Altit, dit le président, eh bien, vous savez, il y a une limite dans ce que vous ignorez. Donc, je vous demande, vous ignorez ce que je vous ai demandé. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est très contre-productif. Je veux savoir ceci. Que pensez-vous de ce que doit faire la Chambre afin de pouvoir préciser les questions qui ont été identifiées ici? Vous avez entendu l'accusation. Vous savez ce que l'accusation nous demande de faire, de demander quelles sont les questions que l'accusation souhaite que l'on puisse demander à Maître Murling. Est-ce que vous souhaiteriez vous-même poser des questions au docteur Murling? Que ce rapport est particulièrement clair de notre point de vue. Nous considérons qu'il n'est nul besoin d'y revenir et de poser des questions auxquelles, de notre point de vue, le docteur Murling a déjà répondu par avance. Néanmoins, donc la défense se remet à votre chambre pour ce qui concerne le contenu des questions. 6 questions, il devait y avoir. Pour ce qui concerne le détail des questions, nous nous contenterons de poser des questions sur la base, au docteur Murling, sur la base des questions qui auront été arrêtées par votre chambre. De lui demander des éclaircissements sur la base des questions qui auront été arrêtées par votre chambre. Mais nous n'avons pas de questions particulières à lui demander. thank you, Maître. Merci, Maître Altit. Now, it will be clear to Il est tout à fait clair et je crois que les deux parties comprendront que cela ne conclut pas l'affaire. Et si la Chambre devait décider qu'elle souhaite d'obtenir davantage d'informations du docteur Murling, il y a donc la possibilité que cette information puisse être fournie par écrit. Et donc, de cette manière-là, cette information par écrit vous sera communiquée à l'avance. Donc, toutes les questions qui lui seraient envoyées vous seraient communiquées. Je peux vous garantir que ceci est la façon d'aller de l'avant. Et cela me semble être tout à fait prudent puisque vous êtes si éloigné concernant vos points de vue. Donc, je peux vous dire d'ores et déjà que la Chambre prendra ces requêtes préliminaires en considération lors de la délibération et nous informerons les parties des étapes suivantes qui seront prises en temps voulu. Il y a une question un peu inhabituelle que je souhaiterais soulever afin que vous puissiez avoir suffisamment de temps de réfléchir sur cette question et de réfléchir aux conséquences possibles de cette question. Lorsque la décision a été prise de suspendre la procédure en septembre 2023, il a été dit que les conférences de mise en état se tiendraient tous les 120 jours conformément à l'article 69, et ce jusqu'à ce que M. Kabuga ne soit libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies. Alors que je souhaiterais réitérer que ces conférences de mise en état représentent un outil important pour trouver une
une solution pour faire en sorte que M. Kabuga puisse être libéré. Justement, ceci a été démontré clairement aujourd'hui. La Chambre de première instance est tout à fait consciente des contraintes budgétaires actuelles auxquelles fait face cette institution. Et donc, l'accusation ne devrait pas croire que nous sommes complètement inconscients de ce qui se passe alors que nous savons très bien quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc ces audiences doivent apparaître au monde extérieur comme quelque chose qui n'est pas une ressource sans fin, mais cela n'est pas du tout vrai. Ces audiences qui prennent normalement 1 heure exigent une planification, des ressources et des allocations entre toutes les branches du mécanisme, toutes les divisions du mécanisme. Cela nécessite également des arrangements en matière de sécurité, une aide médicale au sein du quartier pénitentiaire, soutien en matière de soutien technique également dans cette salle et l'utilisation également de transcription d'interprétation, de transcription, etc. Et donc, compte tenu de tout ceci, la Chambre de première instance comprend tout à fait bien la résolution du Conseil de sécurité 2740 dans lequel il est dit qu'en raison de la nature réduite importante des fonctions résiduelles, le mécanisme a été établi pour être une structure de petite taille et temporaire dont les fonctions diminueront avec le temps et où le nombre de personnel également suivra cette fonction réduite et demandera au mécanisme d'être guidé par ses activités, dans ses activités par ces éléments. Donc, puisque la procédure a été suspendu sine die et pendant que M. Kabuga demeure en détention, il est très important pour que la Chambre de première instance tienne une conférence de mise en état ou une audience sous une forme ou une autre afin de pouvoir garantir les droits fondamentaux de M. Kabuga. Donc c'est la raison pour laquelle la Chambre de première instance estime qu'il est dans l'intérêt d'une économie judiciaire de commencer à examiner d'autres solutions en consultation avec le greffe et les parties. Et alors que la Chambre de première instance se penche sur cette question, des conférences de mise en état dans la Cour continueront d'être organisées tous les 120 jours dans cette affaire, et ce jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance judiciaire est donnée pour modifier cette instruction. La Chambre de première instance tient également à remercier le greffier et le personnel du greffe pour les efforts considérables déployés afin de s'assurer que cette conférence de mise en état d'aujourd'hui ait bien lieu. Et cela n'était pas une mince affaire. Donc, je me tourne maintenant à cette dernière question, et c'est une question très importante. Il s'agit de la question relative à la santé de M. Kabuga. Donc, Maître Altit, avez-vous des observations à faire concernant cette question à ce stade? Monsieur le Président, pas d'observation particulière. Nothing. Vous n'avez absolument rien ajouté par rapport aux circonstances de sa détention actuelle? Monsieur Kabuga est fatigué, très fatigué, mais je crois qu'il est suivi de la meilleure manière possible et que le staff médical fait tout son possible pour faire en sorte que les choses se passent bien. Il est difficile de dire plus aujourd'hui. Merci, Maître Altit. J'imagine que l'accusation ne souhaite ajouter quoi que ce soit sur cette question. Donc, pour conclure, voilà, j'aimerais donc dire ceci. Alors que M. Kabuga approche
La fin de cette détention d'un an et demi suite à l'ordonnance de suspension est définie et malgré les meilleurs efforts déployés par la défense et la Chambre de première instance, la perspective d'une détention de libération de M. Kabuga semble être incertaine pour ce qui est de l'avenir immédiat, alors que la Chambre d'appel comprend que la libération provisoire peut être difficile. Elle reconnaît que quelqu'un comme M. Kabuga, qui a été jugé inapte à être jugé pour certaines des violations les plus graves du droit international et dont la santé continue de se détériorer, pourrait en réalité être impossible, notamment au vu du dernier rapport d'experts concernant son aptitude à voyager en avion. Et alors que la Chambre de première instance, alors qu'elle elle continue donc de se pencher sur les façons de trouver une solution rapide pour résoudre cette question qui est très importante et auquel est confrontée cette institution. Et donc, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. J'exprime ma gratitude à vous tous qui êtes présents aujourd'hui dans la salle d'audience ainsi qu'à ceux qui ont quitté le mécanisme depuis notre dernière rencontre. Je sais que je parle au nom de la Chambre de première instance pour remercier toutes les personnes à tous les niveaux du mécanisme qui ont veillé que malgré la réduction des ressources et durant cette phase difficile du mécanisme, se sont assurés donc que cette conférence de mise en état ait lieu aujourd'hui. La séance est levée. All rise, veuillez vous lever.